Le juge a dit que la décision avait été prise. Ce jour-là, j'ai adopté mon petit ami Joe. Nous devions tous les deux nous empêcher de rire. Il n'avait pas de mère. Elle est morte il y a 2 ans dans un sorte d'accident de salle de bain. Nous sommes sortis dans la rue et Joe a annoncé avec joie que j'étais maintenant sa mère. Et nous avons éclaté de rire. Depuis l'enfance, j'adorais le risque et les défis dangereux. C'est ennuyant de vivre sans. J'ai essayé de trouver un fan de sport extrême comme moi, mais Joe était tellement fou que parfois ça faisait peur. Mais je ne m'ennuyais absolument pas avec lui. Notre relation s'est donc rapidement transformée en un jeu de poules mouillées. Vous savez, nous avons tout fait. Une fois, j'ai même marché sans filet de sécurité sur un fil entre les gratte-ciels, et lui par exemple a mangé une grenouille vivante. Maintenant, Joe m'a demandé de l'adopter comme un défi. Si j'arrivais à passer 1 mois et que j'étais une bonne mère, je pourrais lui donner la tâche suivante. Si l'un de nous refusait le défi, il devrait se promener nu dans toute la ville. Et je ne voulais pas vraiment faire ça. Après le défi de l'adoption, nous sommes allés dans un café pour fêter ça et Joe a proposé de vivre ensemble puisque j'étais sa mère maintenant. J'ai accepté. Au début, on traînait tout le temps ensemble, j'adorais ça. Il y a longtemps que je voulais quitter la maison de mes parents, mais chaque jour, Joe se comportait de plus en plus bizarrement. Quand je faisais du yoga, il s'asseyait à côté de moi et regardait. Quand je cuisinais dans la cuisine, il s'asseyait en silence à la table. Même quand je m'attardais dans la salle de bain, il frappait doucement à la porte et disait « Je pense qu'il est temps que maman sorte. Tu manques à Joe. » Oh non, Joe, tu ne pourrais pas me faire dérailler. Je n'échouerai pas au défi. Un matin, alors que je me préparais à aller travailler, je venais d'ouvrir la porte de ma chambre quand j'ai vu Joe assis devant. Il me regardait. J'ai souri et j'étais sur le point de partir quand Joe m'a attrapé la jambe et m'a dit que maman devrait rester à la maison avec son fils. Je ne savais pas que Joe était un si bon acteur. J'ai joué le jeu, le serrant doucement dans mes bras et lui disant « Joe, maman doit te gagner des barres de chocolat. » Puis il s'est détourné et a dit vicieusement que j'agissais comme sa mère décédée. Je ne pensais plus que c'était drôle. J'ai couru rapidement dans l'escalier et j'ai cru entendre Joe pleurer quelque part derrière moi. En arrivant au bureau, je suis tombée sur mon amie Eve. Elle m'a suggéré d'aller au bar ce soir. Oui, un peu de détente aidera certainement. Joe commençait à me déranger. Au bar, Yves et moi avons parlé à des motards. Les gars nous ont proposé de nous donner un tour. Oh oui, c'est ce dont j'ai besoin. On a quitté le bar, je suis montée sur une des motos avec le grand type et la course a commencé. On a traversé la ville et je me suis sentie heureuse. Mais pas pour longtemps. Quand j'ai sorti mon téléphone portable, j'ai vu 35 appels manqués de Joe. Et si quelque chose s'est passé? J'ai immédiatement demandé au motard de me ramener à la maison. En entrant dans le hall, j'ai vu Joe assis dans le noir sur les escaliers. Il s'est lentement levé et a commencé à s'approcher de moi. J'avais peur. Il m'a regardé dans les yeux et a serré les poings. Il a sifflé que maman ne devrait pas rentrer si tard. Je lui ai répondu avec incrédulité. « Tu as perdu la tête à cause de ce défi. » Mais Joe m'a soudain pris la main et l'a serrée si fort que j'ai crié. Je pensais qu'il allait la casser. Mais Joe s'est secoué et a failli fondre en larmes. Il a commencé à s'excuser d'être égoïste et sa mère a eu raison de le gronder pour cela. « Quoi ? Je n'ai grondé personne. » Joe a juré de mieux se comporter et retourné dans sa chambre en répétant constamment les mots « Maman, désolée. » Je me suis enfermée et j'ai décidé de téléphoner à Yves. Je me suis sentie mal à l'aise et j'ai décidé de lui raconter les délires de Joe. Yves a dit qu'il semblait que Joe avait vraiment un problème mental. Ce n'était plus un simple défi. Elle m'a conseillé de partir le plus vite possible. Qui sait de quoi d'autre il pourrait être capable. Ces paroles m'ont mis mal à l'aise. Avant, je pensais que Joe était juste un bon acteur, mais maintenant, je commençais à en douter. J'ai frappé à la porte de Joe, silence. Faisant appel à ma détermination, j'ai dit que nous devions finir ce jeu. J'étais terriblement inquiète et j'attendais qu'il me dise que je devais marcher nu à travers la ville. Mais Joe a soudain ouvert la porte et s'est mis à me serrer dans ses bras. « Joe, qu'est-ce que tu fais ?»« Maman, ne pars pas, ne laisse pas Joe seul, continua-t-il. » J'ai alors mis ma main sur son épaule et j'ai dit doucement. « Joe, ce n'est qu'un jeu, tu t'inquiètes trop. » Mais Joe s'est arrêté de parler et s'est éloigné. Un sourire sinistre s'est lentement répandu sur son visage. « Joe ? Arrête, ce n'est plus drôle, d'accord ?» J'étais sur le point de partir quand Joe a attrapé mon bras et a chuchoté que j'étais une mauvaise mère. « Laisse-moi partir !» Je me suis libérée, j'ai couru hors de la pièce en direction des escaliers. Je n'arrêtais pas de regarder Joe, tout affolé. Il me suivait lentement. Je descendais les escaliers en courant, mais j'ai soudain trébuché et je suis tombée.
Ma vision s'est assombrie. Je me suis réveillée dans mon lit. Je portais une chemise de nuit et Joe ajustait soigneusement la couverture. Je me suis levée à moitié, mais il m'a regardé attentivement et m'a reposée. « Je vais m'occuper de maman, » dit lentement Joe. Ces mots m'ont donné un frisson. D'une voix tremblante, j'ai demandé de l'eau. Quand elle est partie, j'ai cherché frénétiquement mon téléphone. Heureusement, elle a sonné sur la table de nuit. J'ai vu le numéro sur l'écran. C'était Yves. Mais avant de pouvoir décrocher le téléphone, j'ai entendu la voix de Joe. « Tiens. » Il est venu, après le téléphone portable et l'a jeté contre le mur. L'impact m'a fait grimacer. Si Joe a cassé mon téléphone si facilement, que pouvait-il me faire? Puis Joe a chuchoté que maman devrait réfléchir à son comportement. Puis, il est sorti et la clé s'est retrouvée dans la serrure. Joe m'a enfermée. J'ai immédiatement couru vers la porte et j'ai commencé à la frapper avec mes poings et à tirer sur la poignée, mais en vain. Puis je m'échappais par la fenêtre, mais j'ai remarqué que Joe avait enlevé les poignées des fenêtres. J'ai commencé à paniquer, et soudain j'ai entendu le rugissement d'un moteur. La voiture d'Yves est apparue sous les fenêtres. Elle est sortie de la voiture et a sonné à la porte. C'était ma chance de m'échapper. J'ai frappé à la fenêtre et agité activement les mains. « Allez, Yves, lève les yeux !» À ce moment, Joe est sorti vers Yves en souriant. Yves s'inquiétait de savoir pourquoi je ne décrochais pas le téléphone. Mais Joe a dit d'une voix douce que je ne me sentais pas bien et que je dormais. Je frappais à la fenêtre et j'espérais qu'Yves allait finalement lever les yeux, mais... Elle a juste haussé les épaules et allé à la voiture. Je me sentais condamnée. « Au secours !» et je criais hystérique. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. Joe m'a attrapé par les cheveux, m'a traîné jusqu'au lit et m'a menotté. En disant que sa mère se comportait très mal. J'ai crié et lutté, mais Joe m'a juste tapoté la tête et m'a dit que bientôt, maman se calmera et que nous vivrions à nouveau comme avant et serions toujours ensemble. Joe est sorti, j'étais encore en train de crier à l'aide. J'avais envie de pleurer. J'aimais les sports extrêmes, mais c'était trop. Que vais-je faire? Joe était un vrai cinglé, il ne jouait plus. Mais ensuite, une idée m'est venue. Et si je jouais le jeu? Quand Joe est venu me voir, je lui ai dit que j'avais compris. Maman promet de s'occuper de Joe s'il est obéissant et s'il enlève les menottes. Ma voix tremblait et mon cœur était prêt à bondir de ma poitrine. Joe a réfléchi un instant, puis il m'a libéré et m'a ordonné de le nourrir. Oh mon Dieu, ça a vraiment marché. Nous sommes allés à la cuisine et j'ai commencé à lui faire du porridge. Je regardais Joe et je lui ai fait un petit sourire. Puis je lui ai tendu une assiette. Joe était très heureux, mais dès qu'il a goûté le porridge, il s'est mis terriblement en colère, a jeté l'assiette dans le mur et s'est mis à crier. « Tu fais encore du porridge avec des grumeaux !» J'avais tellement peur. « Joe, c'est la première fois que je l'ai fait !» Mais il m'a regardé et m'a dit que maman avait déjà fait le porridge de Joe avec des grumeaux. Ils ont alors eu une grosse dispute, sa mère est tombée et s'est endormie dans la salle de bain pour toujours. Quoi? Elle s'est endormie? Puis Joe s'est levé de la table et a commencé à marcher vers moi. Merde. Et puis j'ai réalisé que Joe avait tué sa mère. J'ai laissé échapper que j'allais aux toilettes. Là, j'ai fermé le petit verrou. J'ai regardé autour de moi. Bon sang, il fallait que je sorte d'ici. Puis j'ai remarqué une petite fenêtre près du plafond. J'ai essayé de l'ouvrir, mais à ce moment-là, la porte a grincé. Joe s'est précipité vers moi, disant d'une voix folle que maman était encore arrivée trop tard. Dans un accès d'hystérie, j'ai essayé de briser la vitre avec une serpillière, mais à ce moment-là, Joe a fait éruption et s'est mis à crier. Il voulait que maman joue avec lui. Des larmes ont coulé dans mes yeux et c'est tout. Je ne sortirai jamais d'ici, à moins que... Puis j'ai serré Joe dans mes bras en tremblant. Maman avait déjà inventé un jeu pour nous. « Joe, tu es un garçon courageux, n'est-ce pas ?» Il a fait un signe de tête réfléchi. « Prouve-le à ta mère. Fais une promenade sur le rebord du toit pour ta mère. Tu peux ?» J'attendais avec horreur sa réponse, mais il était soudain heureux et d'accord. Joe est sorti par la fenêtre et est monté sur le rebord et je l'ai regardé. « Allez Joe, maman est fière de toi !» Il m'a regardé avec un sourire et j'ai immédiatement fermé la fenêtre et j'ai couru en bas. Sans regarder en arrière, je me suis précipitée au poste de police, des larmes coulaient sur mes joues. Les flics m'ont écouté et nous sommes rentrés à la maison. Mais quand nous sommes entrés, j'étais sans voix. Joe était couvert de bleu et de vêtements déchirés. À la vue de la police, il s'est mis à pleurer et m'a montré du doigt, s'il vous plaît. Ne me donnez pas à elle. Joe s'est plaint que je l'ai adopté juste pour me moquer de lui. Et elle l'a même fait marcher sur le rebord. Je l'ai interrompu et j'ai commencé à crier. Pas question, ne le croyez pas. Il voulait me tuer.
J'étais tellement bouleversée, bien sûr. Les flics ont cru Joe. Il a si bien joué. Ils ont dit que j'étais privée du droit de garde à vue et m'ont emmenée au poste de police. Quand ils m'ont laissé partir, je suis allée voir Yves. J'ai tressailli à chaque bruit de peur que Joe ne me suive. Mais Joe était parti. Il ne s'est même pas présenté au procès où j'ai été condamnée à une amende et à des travaux d'intérêt général. Le dernier jour de ma punition, je suis retournée à Yves avec la nouvelle que je déménageais dans une autre ville. J'ai admis que, peu importe où j'étais, j'avais peur chaque fois que Joe me retrouve ici. Et maintenant, je mène une vie normale sans adrénaline depuis 6 mois et j'oublie peu à peu ces terribles événements. J'ai un travail, un appartement et même un nouveau petit ami. J'étais en route pour un rendez-vous quand je me suis arrêtée à un feu de circulation. Soudain, j'ai vu Joe de l'autre côté de la rue. Il m'a salué amicalement. J'étais pétrifiée d'horreur. Je savais que le feu deviendrait vert et qu'il viendrait vers moi. Mais un bus l'a passé. Une seconde plus tard, il n'y avait personne dans la rue d'en face. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Je courais dans la forêt. Je n'avais presque plus de force. Est-ce que je suis perdue? Je pouvais sentir quelqu'un m'observer derrière les arbres. Ces créatures vont me trouver! Tout a commencé quand mes parents m'ont envoyé au camp d'été il y a 1 mois. Je m'attendais à me faire des amis rapidement, mais d'ici la fin de la première journée, tout le monde s'était déjà fait des amis et personne ne m'avait remarqué. Même dans les vestiaires, j'étais toujours seule. Les autres filles se douchaient et se changeaient rapidement pour se diriger rapidement vers leur chambre. Je m'apprêtais à me mettre au lit lorsque j'ai aperçu un petit bidule accroché au plafond. Une caméra? Mais c'est le vestiaire des filles. Qui peut bien nous espionner? J'ai décidé que je devais urgemment avertir le bureau d'administration. S'il y avait un pervers parmi nous, je ne veux pas avoir affaire à lui. Le bureau d'administration était plutôt loin, alors j'ai décidé de passer par les bois. Je frissonnais à tous les sons que j'entendais dans cette forêt noire. Je me retournais constamment. Mais tout était noir derrière moi. Soudainement, quelqu'un m'a attrapée par le bras. J'ai crié, morte de peur. Mais ils ont mis une main sur ma bouche. Tais-toi! Un couple de personnes âgées se tenait devant moi. Le vieil homme a dit d'une voix inquiète qu'il s'agissait de leur caméra et ils m'ont demandé de ne pas avertir l'administration. Il y a 1 an, une fille du camp avait kidnappé leur fille. La police ne pouvait pas les aider, alors ils avaient décidé de prendre les choses entre leurs propres mains. La femme a sorti une photo de sa fille. La gagnante d'un concours de beauté. Il l'aimait vraiment. Pas comme mes parents. Ils seraient soulagés si je me faisais kidnapper. Puis, l'homme a commencé à me supplier de les aider. La femme sanglotait doucement. Le père m'a donné un élastique à cheveux. La seule pièce d'évidence qu'il leur restait. Mais la police ne pouvait pas déterminer à qui il appartenait. Il y avait trop d'empreintes. La mère de Betsy avait l'air optimiste. J'ai hésité pour un moment. Puis, nous avons entendu des voix au loin. L'homme et la femme sont devenus très nerveux. Ils m'ont tendu un morceau de papier avec un numéro inscrit, puis ils ont disparu. Ils n'avaient plus de temps pour discuter. J'ai regardé en direction de la noirceur pour m'assurer que je n'avais pas tout imaginé. Mes parents m'ont téléphoné le lendemain. Ils prétendaient être inquiets pour moi. Ils ont dit que je leur manquais, mais j'ai rapidement mis fin à la conversation. Je ne serais pas ici s'ils m'aimaient réellement. Comme la mère et le père de Beth. Je dois à tout prix les aider. Notre équipe se préparait pour un match de volley-ball. Tout le monde était rassemblé dans les vestiaires. Je n'aimais pas les sports. Mais c'était là ma chance de découvrir à qui appartenait cet élastique à cheveux. J'ai fait semblant de le trouver sur le plancher du vestiaire, et puis j'ai demandé à qui il appartenait. La nouvelle a répondu. Mais quand était-elle arrivée? La fille a pris l'élastique et a dit que son nom était Sandy. Et elle a dit, hautainement, que c'était pathétique de ne pas connaître la capitaine de notre équipe de volley. Je ne l'aimais pas dès le début. Elle n'arrêtera à rien pour gagner. J'ai dit à Sandy que je voulais être en position de défense sur son équipe, et j'ai menti sur le fait que je jouais au volley. Les sports ne sont pas mon fort. À cause de cela, j'ai fait une folle de moi pendant le jeu. Nous avons perdu et je me suis fait balancer tout un coup. Sandy était furieuse d'avoir perdu le match. Elle m'a traitée de perdante et elle m'a poussée. J'en avais assez des arrogants comme elle à mon école. Mais maintenant, je suis convaincue que Sandy est dangereuse. Elle ne peut pas se contrôler. Après le match, j'ai immédiatement appelé les parents de la pauvre Betty et je leur ai donné de l'information concernant Sandy. Surveille-la et tout ce que j'ai entendu à travers la statique au téléphone. Cette Sandy avait le monde à ses pieds. Elle était la plus intelligente, la plus sportive et la plus belle. Ce n'est pas surprenant. Elle a aussi gagné le concours de beauté au camp d'été. On a dit au jury qu'il y avait finalement une nouvelle gagnante. Et Sandy souria tout enchantée. Je trouvais cela étrange. Que voulait-il dire par « finalement il avait une nouvelle gagnante » ? J'ai décidé de me glisser dans les coulisses. Je me suis accroupie derrière la scène et j'ai entendu que Sandy disait quelque chose à ses amis. Les filles l'ont félicitée d'avoir remporté le concours. Finalement, il s'avérait qu'elle était 2e depuis plusieurs années. Maintenant que cette petite peste n'est plus ici, s'est exclamée Sandy, elle ne reviendra plus jamais. Oh mon Dieu, peut-être qu'elle parlait de Betsy. Parce que cette photo a été prise à un concours de beauté.
Sandy ne pouvait pas supporter la compétition et elle s'est débarrassée d'elle. C'était son motif. J'ai reculé, totalement sous le choc. Merde! J'ai essayé de m'enfuir, mais j'ai trébuché. Pendant ce temps, Sandy et sa bande m'avaient déjà rattrapée. J'étais certaine que c'était la fin. Sandy m'a poussée contre le mur en disant « Occupe-toi de tes oignons, compris ?» Ils m'ont poussée hors de la porte, mais je n'étais pas prête à abandonner. Sandy savait définitivement quelque chose au sujet de Betty, mais maintenant, j'avais besoin de plus de preuves. En soirée, après la compétition, j'ai remarqué que Sandy ne s'est pas rendue à sa bâtisse, mais elle s'était dirigée vers la forêt. J'ai dû la suivre. Même si mes genoux tremblaient, Sandy se dirigeait vers le bosquet avec une pelle dans ses mains. Et parfois, elle s'arrêtait pour regarder aux alentours. Que faisait-elle ici en pleine noirceur? Soudain, mon téléphone sonna. Mes parents! Oh merde! Ils choisissent toujours les meilleurs moments, il semblerait. J'ai refusé l'appel. Je pense que Sandy avait entendu. Le son était bien trop fort. Sandy s'est retournée et s'est dirigée vers les buissons où j'étais installée. Elle était si près. Mon cœur s'arrêta presque. Si elle m'aperçoit, elle va me tuer, c'est sûr. Mais j'ai été chanceuse. Elle ne m'a pas vue. Sandy est retournée à ses affaires et en jugeant par les bruits que j'entendais, elle s'est mise à pelleter. Je l'ai bien observée du buisson où je me tenais. Elle avait l'air pressée. Sandy regardait aux alentours encore, puis elle a mis sa main dans une de ses poches, lança le contenu dans le trou, puis commença à l'enterrer. Mais qu'est-ce que tu caches, Sandy? J'ai attendu qu'elle parte avant d'appeler les parents de Betty. Je devais leur dire ce que j'avais vu. Je pouvais entendre la sonnerie, mais personne ne répondait. Je vais devoir le faire par moi-même. Je me suis forcée d'aller à l'endroit où Sandy avait enterré le contenu mystérieux. J'ai raclé les feuilles avec mes mains nues et j'ai retiré des vêtements souillés de sang. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils ont torturé cette pauvre fille? Ou peut-être qu'elle était... Morte de peur, j'ai jeté les articles sur le sol en me sauvant. Je voulais me sauver du camp pour toujours. Mais qu'est-ce que je vais dire aux parents de Betty? Les vêtements tachés de sang que j'avais trouvés. Le matin suivant, j'ai appelé les parents de la pauvre Betty. Le numéro que vous avez tenté de rejoindre n'est pas en service, a dit la boîte vocale. Peut-être qu'il leur était arrivé quelque chose aussi? Je n'aurais rien dû leur dire concernant Sandy. Maintenant, ils sont peut-être en danger. Et seul moi peux les aider. J'ai décidé de lui parler de façon efficace et la laisser tout admettre. Mais elle était toujours accompagnée de sa bande de filles et elle faisait semblant que je n'existais pas. Pendant le dîner, j'ai décidé de l'approcher. Tu sais que j'ai vu quelque chose la nuit dernière. J'ai commencé à parler, mais Sandy m'a rapidement interrompue et m'a dit qu'elle se fichait de ce que j'avais aperçu. Eh bien, Sandy, si tu ne veux pas être gentille, tu vas avoir ce que tu mérites. J'ai trouvé une pelle dans la remise extérieure et je me suis plantée devant la chambre de Sandy. J'ai été chanceuse de l'attraper sans sa bande de filles. Toi, viens avec moi. Oh non, a dit Sandy, mais je l'ai menacée avec la pelle. Je l'ai traînée jusque dans les bois. Chaque pas que je faisais me rendait plus forte, plus audacieuse. Lorsque Sandy a essayé de se sauver, je l'ai fait trébucher et elle est tombée sur le sol. Elle saura bien de ne pas jouer avec moi ainsi. Lorsque nous sommes arrivés au trou, j'ai atteint le trou avec ma pelle en disant d'un air défiant « Je sais ce que tu as fait. C'est toi qui as kidnappé cette fille. »« Quelle fille ?» a dit Sandy. Je lui ai dit pour la disparition de Beth et je lui ai dit de ne pas mentir. J'ai toutes les preuves ici même. L'élastique, le concours de beauté qu'elle n'avait jamais gagné auparavant, les vêtements souillés de sang dans les bois. Tu as regardé trop de films d'horreur, toi, a dit Sandy nerveusement. Elle a simplement dit qu'elle aimait l'élastique, alors elle a menti que c'était le sien. La compétition avait été gagnée par la fille du directeur, et maintenant, elle était trop âgée pour venir au camp. Et il ne s'agissait pas de sang. Elle a tout enrobé de peinture pour faire peur à l'autre équipe. Les paroles de Sandy me semblaient plausibles. Mais pourquoi devrais-je la croire? Dis ça aux pauvres parents de Beth, je me suis exclamée, et j'ai regardé dans la direction de la pelle pour lui faire peur. Soudainement, Sandy avait l'air pensive. Elle a dit qu'elle avait entendu une histoire similaire auparavant. Elle a dit qu'il y avait une légende au camp concernant un vieux couple dans la forêt. Ils cherchaient le tueur de leur fille, et à chaque fois qu'il revenait, ils s'en prenaient à une nouvelle victime. Quoi? Mais non, c'est insensé! J'ai dit qu'elle perdait son temps avec cette histoire de frisson. Apeurée, elle regarda en direction du bosquet, et elle recula violemment. Ce n'est pas une légende! Elle cria. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je me suis retournée, et j'ai vu le couple se turnir là derrière moi, les yeux brillants dans le noir. Oh mon Dieu! J'ai couru aussi vite que je le pouvais vers le camp. Terrifiée, je me suis dirigée vers une des bâtisses. Puis, je me suis retournée. Les créatures s'approchaient à toute vitesse, les yeux en feu. J'ai claqué la porte de la bâtisse juste à temps et je me suis dirigée vers ma chambre au 2e étage. Je faisais mes valises et j'ai entendu un vacarme. Lorsque je me suis retournée, j'ai vu leur visage affreux. Ils essayaient de pénétrer dans la bâtisse par ma fenêtre. J'ai empoigné mon téléphone et j'ai pris la sortie d'urgence tout droit vers les bois. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru.
Mais je suis arrivée à une clairière. Il y avait des gars de l'équipe junior assis près d'un feu. Leur guide de camp leur racontait une histoire, qu'il est interdit de s'aventurer dans la forêt ici la nuit. Ici habitent un vieil homme et une femme, à la recherche de filles qui ressemblent à leurs filles. Ils les emmènent dans la noirceur. Les pauvres victimes ne s'en sortent jamais. J'ai couru vers le guide. À l'aide! Mais il ne semblait pas me voir. Personne ne me voyait. Hé! Je suis ici! Le vieil homme et la femme se rapprochaient. Alors j'ai couru vers le satané camp à nouveau. Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi! En panique totale, j'ai téléphoné à mes parents. Abonné non disponible. La dernière chose dont je me souviens est un vacarme affreux juste derrière moi. Maman, papa, ne m'oubliez pas! J'ai ouvert mes yeux. Il faisait soleil dehors. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Attends, comment est-ce que je me suis retrouvée dans ma chambre? Dieu merci, ce n'était qu'un rêve! Quand j'ai réalisé cela, je me suis souvenu que j'avais eu une grosse dispute avec mes parents la soirée d'avant. Je vais m'excuser, j'ai pensé. Je suis descendue dans la salle à dîner, là où nous mangions notre petit déjeuner. Je ne sais pas quoi dire. Lorsque j'ai aperçu mes parents, j'ai commencé à pleurer. Maman et papa sont accourus vers moi en me demandant ce qui n'allait pas. Tout ce que je pouvais répondre était que tout allait bien. Tout va bien pourvu que vous êtes dans ma vie. Et je les ai serrés très fort. Je me débattais de toutes mes forces, mais ils m'ont couché sur l'autel de sacrifice. Non! S'il vous plaît, laissez-moi partir! Maman et papa, pourquoi vous n'intervenez pas? Le fou avait déjà les mains sur ma gorge. Est-ce que c'était la fin pour moi? J'avais tant de plans pour ma nouvelle vie. Tout a commencé quand nous sommes déménagés ici. Le premier jour, j'ai dit à toute la classe que je voulais être la présidente de notre classe, mais personne ne semblait apprécier. Mes camarades de classe ont dit que j'étais une morveuse et m'ont embarrée dans un casier après les cours. Je pensais que j'allais y rester jusqu'au matin, mais un type nommé Kurt m'a libérée. Il a dit qu'il avait aussi été embarré dans un placard. Après cela, Kurt a commencé à s'étouffer. J'avais très peur. Il a sorti un inhalateur de sa poche, mais ses mains tremblaient tellement qu'il a échappé. Je l'ai ramassé immédiatement et je l'ai donné à Kurt. Quand il s'est senti mieux, il a dit que les souvenirs du placard l'excitaient. Le stress lui causait souvent des épisodes d'asthme. Après cela, Kurt m'a raccompagnée chez moi. J'étais plutôt heureuse. Je pensais m'être fait un ami et je lui ai dit qu'il pouvait venir me visiter n'importe quand. En soirée, lorsque nous nous apprêtions à manger notre dîner, on cogna à la porte. C'était Kurt avec ses parents. C'était étrange que Kurt se pointe sans avertissement et avec ses parents. Mais peu importe, j'étais heureuse de le voir. Je les ai invités à entrer. Pendant le dîner, mes parents et ceux de Kurt sont devenus amis. Ils nous ont donné un livre sur les Aztèques et nous ont invités au club de lecture. Ils ont dit que le prochain rassemblement parlerait des sacrifices. Je trouvais cela très étrange de discuter un tel sujet pendant le dîner. Mais mes parents étaient vraiment intéressés. Ils sont allés au club de lecture de plus en plus souvent et se sont fait plusieurs amis. Après un rendez-vous, ma mère a ramené une bouteille remplie d'un liquide rouge et puant. Elle a dit que c'était du sang de lapin. Ce n'est pas drôle, maman. Arrête tes farces. Mais pendant le dîner, elle en a mis dans mon jus. Elle a dit que c'était bon pour le corps et l'âme. J'ai refusé immédiatement. Quelques jours plus tard, Kurt a appelé et nous a invités à passer la fin de semaine sur sa propriété familiale. Tous les membres du club de lecture y seraient. Mes parents étaient ravis, mais moi, je ne voulais pas y aller du tout. Mais j'avais peur de blesser Kurt. En plus, je n'étais jamais allée sur une propriété pareille. Alors j'ai accepté. La maison de Kurt était immense. Un château au beau milieu d'une forêt, entouré d'une clôture. Près de l'entrée, un garde m'a demandé de rendre mon téléphone. Kurt a expliqué que sinon, l'Internet serait une distraction et m'empêcherait de participer aux échanges. J'ai dû donner mon téléphone à ces gros bourrus. C'était un déjeuner. J'ai vu de grosses tables avec des nappes blanches et mes parents étaient assis à l'une d'elles. Ils m'ont fait un signe de venir les rejoindre. Quelle atmosphère sérieuse. J'espère qu'ils vont nous apporter quelque chose de délicieux. J'ai si faim. Mais ils nous ont apporté des verres remplis de liquide rouge. J'ai immédiatement refusé de le boire. Et puis, un vieil homme fou s'est mis à me crier des choses, disant que je ne respectais pas les traditions communautaires. C'était l'élixir de vie, le sang de lapin. Alors maman ne blaguait pas. Boire du sang? Non merci, je ne le ferai pas. Mais vous êtes tous fous ou quoi? Les gardes m'ont immédiatement saisi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé mes parents, mais ils ne se sont même pas retournés. J'ai essayé de me débattre, mais ma vision est soudain devenue floue. Je me suis réveillée dans une cage à lapins.
Comment cela est-il arrivé? J'ai paniqué, mais je ne pouvais pas bouger. La cage était trop petite. Mon corps entier était en douleur à cause de cette position inconfortable. Pourquoi faites-vous cela? Soudain, Kurt est apparu de la noirceur avec plusieurs clés. Il m'a sauvée encore une fois. J'ai commencé à courir, mais Kurt m'a arrêtée. Il s'avérait que j'avais insulté tout le monde du club de lecture lorsque j'ai refusé de boire le sang. C'était sacré, et le rejet de cette potion serait la malédiction de toute la communauté. Quelle connerie! Kurt a dit qu'il avait peur lui aussi. C'était la première fois que quelque chose du genre se produisait à une réunion, mais c'était trop dangereux pour se sauver maintenant. Tout le périmètre était surveillé par des gardes, et nous devrions trouver une façon de passer inaperçu. Il avait probablement raison. Kurt m'a guidée jusque dans la maison. Tout le monde portait des masques d'animaux et dansait au rythme d'une musique ensorcelante. Un homme portant un masque avec des cornes est venu à moi et m'a demandé si j'avais réalisé quoi que ce soit. Je lui ai dit que je m'excusais. Après cela, on m'a dit que je pourrais me repentir demain. La communauté m'avait déjà trouvé la tâche parfaite. Le lendemain matin, tous les invités tiraient de gros étuis en fer du sous-sol pour les mettre dans une voiture. J'étais épuisée. Soudain, je me suis enfargée et j'ai échappé à un des contenants. Mes parents m'ont crié de faire attention. Quand tout le monde a quitté pour le déjeuner, j'ai décidé de voir ce qu'il y avait de si spécial dans ces étuis. Alors j'en ai ouvert un. Il y avait des organes humains à l'intérieur, des cœurs, des poumons. Je les ai touchés en tremblant. Ils étaient si froids et gluants. J'en ai presque vomi. Je devais sortir d'ici. Je ne pouvais pas me trouver quelque part à aller jusqu'à la tombée de la nuit. Je sursautais à n'importe quel petit bruit. J'avais peur que quelqu'un viendrait me chercher et je commençais à croire que Kurt m'avait abandonnée. Il a cogné à ma porte après minuit. Kurt avait trouvé une fente dans la clôture et nous devions quitter tout de suite. Nous étions presque rendus à la clôture lorsque j'ai entendu les pas des gardes. Ils s'approchaient. Merde! Nous nous sommes cachés derrière des rosiers. Les épines m'ont piqué le bras et je n'ai pas pu me retenir de crier. Le garde a immédiatement pointé sa lampe de poche dans ma direction. C'était la fin. Et puis, Kurt a ramassé une roche et l'a lancée en direction de la rue. Le garde s'est retourné et a commencé à aller dans cette direction. Nous avons couru aussi vite que nous le pouvions. Quand la propriété était déjà très loin de nous, nous avons décidé de prendre une petite pause. Je n'avais plus de force et j'avais très chaud. Nous nous sommes assis sur un billot de bois et Kurt a enlevé son pull. Son inhalateur a tombé de sa poche. Je l'ai ramassé et je m'apprêtais à le remettre dans sa poche lorsque j'ai vu son téléphone s'allumer. « Kurt? Qui est-ce qui t'appelle? Kurt? Est-ce que tu es avec eux? » Je me suis reculée violemment et Kurt m'a fait un sourire machiavélique. J'étais complètement paralysée. J'ai couru avec le peu de force qu'il me restait. Tout est devenu noir. Ensuite, je me suis réveillée sur l'épaule de Kurt. Il m'amenait encore plus creux dans la forêt. Mes mains étaient ligotées. « Laisse-moi aller !» J'ai essayé de me libérer, mais cela n'a fait que le fâcher. Il a dit que j'avais l'honneur d'être l'élu, que mes reins et mon cœur serviraient aux plus forts et aux plus dignes. Et puis, je me suis rappelé les organes dans les boîtes. J'ai commencé à me débattre et hurler à Kurt de me libérer. Mais c'était inutile, il ne m'écoutait pas. À ce moment, Kurt et moi sommes arrivés à une grande clairière. Au milieu de celle-ci, il y avait un énorme feu de camp et un autel. Tout le monde y était rassemblé, portant de longues robes blanches, les mêmes invités que j'avais vus au dîner. Aussitôt qu'ils ont aperçu Kurt, ils ont fait une révérence devant nous. Pour un moment, tout était très silencieux. Même les lapins dans les cages énormes ne faisaient aucun bruit. 2 gardes m'ont saisi et m'ont tiré jusqu'à l'autel. « Non, s'il vous plaît, non !» Du coin du regard, j'ai remarqué que mes parents étaient là aussi. « Maman, papa, pourquoi vous ne faites rien ?» Mais ils n'ont même pas regardé dans ma direction. Leurs yeux étaient fixés sur Kurt, qui me suivait. On m'a forcé de m'allonger sur l'autel. Les cordes étaient attachées autour de mes bras. Je criais pour qu'il me laisse partir, mais Kurt s'est approché et tous les spectateurs se sont mis à chanter son nom. « Non, Kurt, que tu oses me toucher !» Son visage était recouvert de sueur et ses mains étaient près de ma gorge, de plus en plus près. Quand soudain, il s'est étouffé et a commencé à tousser. C'était ma chance. Je me suis débattue pour sortir mes mains des liens qui me retenaient. « C'est ça que tu cherches ?» Kurt avait échappé son inhalateur et je le brandissais devant lui. « Laisse-moi aller et je te le rends. » Kurt était à bout de souffle. Il allait suffoquer. Il est devenu pâle et attrapa la cage géante pour ne pas tomber.
En laissant aller un dernier souffle, il a hoché la tête aux gardes pour me laisser partir. Après cela, les gardes ont enlevé mes liens. J'ai lancé l'inhalateur de toutes mes forces quelque part dans la noirceur. En tenant toujours sa gorge, Kurt l'a suivi, disparant dans la noirceur. Et puis, les sectateurs m'ont entouré. Leurs yeux pétillaient. Je n'y voyais aucune humanité. Les sectateurs m'entouraient de tous côtés. Je pensais qu'ils allaient me déchirer en 1000 morceaux. J'étais prise. Leurs mains me touchaient presque. Mais lorsqu'ils sont arrivés tout près, ils se sont agenouillés. Mon père a dit que j'avais maintenant le pouvoir, car j'avais défié leur prêtre. Et à compter de ce jour, ils me vénéraient moi. Les sectateurs étaient silencieux, à mes pieds, attendant mes ordres. Quelle tournure d'événements! Je me suis retournée vers Kurt, qui rampait encore dans la noirceur. Quel pauvre lapin, celui-là! Saisissez-le, j'ai ordonné. Si vous lisez cette note, alors je ne suis plus en vie. J'ai été récemment adoptée par Bill et Irene Morris, mais je sais quelque chose. Ils veulent vendre mes organes. Tous les enfants disparaissent de leur lit. Parlez à Mademoiselle Larkin. Lors de mon premier jour au foyer d'accueil, j'ai trouvé cette note sur le matelas de mon lit. Les enfants qui avaient été adoptés avec moi couraient partout et je me tenais là, figée. Mes nouveaux parents Bill et Irene m'ont semblé étranges lorsque je les ai rencontrés pour la première fois. Ils étaient silencieux, comme s'ils cachaient quelque chose. La porte s'ouvrit en grinçant et Irene passa la tête et m'appela pour le petit déjeuner. J'ai rapidement mis la note sur le matelas et me précipitai en bas pour découvrir ce qui se passait. En descendant les escaliers, j'ai remarqué que la porte du placard était entr'ouverte. Alors j'ai décidé de regarder à l'intérieur. Dans la pénombre, je pouvais distinguer plusieurs lits de camp, chacun avec leur nom peint dessus. Johnny, Liz, Annie. Mais il n'y avait personne de tel nom parmi les enfants adoptés. À qui appartiennent ces lits? Je me suis immédiatement rappelé le texte de cette horrible note. À l'orphelinat, on m'a parlé des gens qui vendent les enfants adoptés pour leurs organes. Je dois appeler la police tant que nous sommes encore en vie. Je savais que le téléphone était uniquement dans la chambre des parents. Je dois y aller d'une manière ou d'une autre. Mes parents me regardaient bizarrement pendant que nous prenions le petit déjeuner. Comme s'ils avaient compris que j'avais découvert leur secret. Je me suis levée de la table et leur ai dit que je me sentais pas bien, mais je suis allée dans leur chambre. En fermant la porte derrière moi, j'ai immédiatement saisi le téléphone et composé le numéro de la police. Soudain, quelque chose a craqué derrière moi, comme s'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Je me suis retournée, effrayée, mais il n'y avait personne. Une voix a dit « Bonjour, c'est le poste de police ?» Je leur ai chuchoté tout sur les parents étranges, la note, les lits d'enfants. Faites quelque chose, nous serons bientôt vendus pour nos organes. Mais le flic a apparemment pensé que c'était un canular et a raccroché. Puis, j'ai vraiment eu peur. Personne ne peut m'aider. J'ai décidé de me ressaisir. Donc, si la police a besoin d'une preuve, je la trouverai. Je commencerai par la visite à Mademoiselle Larkin, mentionnée dans la note. Le même jour, j'ai décidé de la retrouver. Il n'y avait pas une âme dans la région. Puis, j'ai remarqué une vieille maison abandonnée. La porte était ouverte et une pancarte disait « Miss Larkin ». Je suis entrée prudemment à l'intérieur. La maison était terriblement sale. Je suis allée au fond de la pièce et là, sur une chaise, au milieu des chats, était assise une terrible vieille femme, aux yeux pétillants. J'ai dit que Bill et Irene étaient mes parents et la vieille femme a souri. Il s'avère qu'ils avaient déjà un garçon, Johnny, qui lui rendait également visite parfois. Il a dit que ses nouveaux parents ont loué ses poumons développés, puis il a disparu. On dirait qu'il a été envoyé dans une école spéciale à Boston. Disparu? Tant que la note ne montait pas. Je dois sauver tous les enfants. Quand je suis rentrée, j'ai remarqué un gars de mon âge qui se tenait à l'extérieur de la maison. Il s'appelait Rich et il était arrivé ce matin pendant mon absence. Il a été adopté aussi. Ses parents sont morts dans un accident de voiture. Il rêvait depuis longtemps de retrouver une famille. J'avais honte de dire que mes vrais parents m'ont abandonné pour partir à Vegas. Mais il avait l'air sympa, alors je lui ai dit. Puis, j'ai réalisé que je devais l'avertir. Des choses terribles se passent dans cette maison, Richie. Mais il a juste ri et a pensé que je plaisantais. Puis, je l'ai appelé dans la pièce, car je voulais lui montrer la note. Mais elle avait disparu. J'étais désespérée. Mais Rich a dit qu'il me croyait et qu'il était prêt à m'aider. Mais si nous sommes vraiment en danger, nous devons nous en assurer. D'abord, nous avons trouvé sur Internet cette école spéciale où Johnny serait allé étudier.
mais personne ne s'appelait Maurice. J'ai alors suggéré que nous fouillions la maison et nous nous sommes faufilés dans le bureau de Bill. Il y avait beaucoup d'instruments chirurgicaux, des reçus et des calculs de trésorerie. Et sur la table, il y avait un cahier avec le poids et les auteurs des enfants. Me crois-tu maintenant? Mais Rich a dit que cela ne signifiait toujours rien. Nous avons commencé à nous disputer quand nous avons entendu quelqu'un monter les escaliers et couru dans une autre pièce. Rich a dit qu'il en avait assez. Il n'aimait pas du tout cette idée. Nous ferons mieux d'arrêter de faire ça. Je savais que Rich ne m'aiderait pas. Mais toutes mes craintes sont confirmées. Je dois fuir d'ici aujourd'hui même. Avant le dîner, Irel m'a appelé sévèrement dans le salon. J'étais sûre qu'ils savaient déjà que Richie et moi avons fouillé leur bureau. Je descendis les escaliers sans sentir mes jambes et trouvai Richie, debout, impuissant au milieu du salon. Un vieil homme méchant lui tapait la joue. Mes parents m'ont présenté, m'ont dit qu'un couple de personnes âgées était venu nous rendre visite. Ce sont leurs vieilles connaissances, et je dois me lier d'amitié avec eux. Ils nous ont posé des questions toute la soirée. Nous ont tapoté la tête en admirant le fait que nous sommes en bonne santé. J'avais si peur. Pourquoi sont-ils si intéressés par notre santé? Après le dîner, j'ai vu comment ces vieux ont offert un paquet à nos parents d'accueil. C'était clairement de l'argent. Ils nous ont vendus. J'ai attendu que tout le monde dorme et allé voir Richie. Il faut s'enfuir sans attendre. J'ai fait irruption dans sa chambre, mais il n'était pas là. Soudain, quelqu'un a mis une main sur mon épaule. Mon estomac s'est glacé d'horreur. Oh non, c'était Irène. J'ai commencé à crier, demandant où est Richie, mais elle a calmement répondu. Il avait fait un cauchemar et a demandé à dormir dans leur lit. Avec horreur, je me suis de nouveau souvenu de la note. Les enfants disparaissent du lit des parents. Irène a souri étrangement et ajouta que je pouvais le voir moi-même. Je ne voulais pas entrer dans la chambre, mais je devais m'assurer que Richie allait bien. Je suis entrée dans leur chambre. Rich était en effet dans le lit, dormant paisiblement. Peut-être que je me faisais des idées. Je me suis sentie soulagée, alors j'ai rampé sous les couvertures et je me suis immédiatement endormie. Quand je me suis réveillée le lendemain, Richie n'était pas là. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que ce n'était pas la chambre de mes parents. Soudain, j'entendis des pas et une longue ombre apparut sur le pas de la porte. J'ai immédiatement fait semblant de dormir. J'ai senti quelqu'un se pencher sur moi et j'ai un peu ouvert les yeux. C'était la même vieille dame qui nous a rendu visite hier. J'ai crié « Que voulez-vous? Et où est Richie ?» La vieille dame a dit avec hésitation que Richie était parti et qu'elle voulait me voir, et je me suis immédiatement précipitée hors de la pièce. J'ai couru dans la cuisine et j'ai vu le vieil homme là-bas. Il tenait un couteau ensanglanté et quelque chose qui ressemblait à un foie humain que gisait sur la table. J'ai reculé et j'ai voulu lui lancer quelque chose, mais un truc humide est venu sous ma main. Oh non, c'est le t-shirt de Richie. Il est couvert de sang. Je me suis précipitée dans la direction opposée et j'ai couru au 2e étage. Le vieux couple arrivait derrière moi. « Suzy, viens, n'aie pas peur !» Je me suis précipitée vers la salle de bain et suis sortie par la fenêtre. Je suis presque libre, mais c'était trop tard. Une voiture avec Irène et Bill arriva au coin de la rue. J'ai couru dans le jardin et ils m'ont rattrapée, puis traîné dans la maison. « Non, vous n'obtiendrez pas mes organes !» Je criais, essayant de m'échapper. Puis j'ai entendu la voix de Richie. Il se tenait au milieu du salon, tout sain et sauf. Richie a commencé à me rassurer en disant qu'ils étaient maintenant le fils adoptif de ses grands-parents. Irène et Bill l'ont aidé à trouver une famille. Je n'y croyais toujours pas, mais qu'en est-il du couteau, du t-shirt, du paquet d'argent? Le vieux couple a souri et a dit qu'Irène et Bill aidaient ceux qui n'étaient pas officiellement autorisés à adopter des enfants. Ils ramènent les enfants à la maison, puis les transfèrent dans ces familles. Le paquet était une tarte de remerciements et le couteau était ensanglanté parce que le vieil homme coupait le steak pour le dîner. Le t-shirt a été taché par Richie lui-même le matin quand il a ouvert le sirop de grenade. Au début, le couple ne voulait prendre que Richie, mais voyant comment nous sommes devenus amis, ils ont décidé de m'adopter aussi. Mais qu'en est-il de Johnny et tous ces instruments chirurgicaux? Bill rit. Il s'est avéré que le garçon n'était pas perdu. Il a maintenant une nouvelle famille et ils vivent à côté. Et il a même commencé la natation. Mais leur voisine, Mademoiselle Larkins, a un très mauvais caractère. C'est pourquoi ils n'ont rien dit. Quant aux instruments, Bill est chirurgien et tous les instruments proviennent de l'hôpital. Irène m'a serré dans ses bras et s'est excusée de nous avoir amenés ici en cachette hier soir. Il ne voulait tout simplement pas nous réveiller. J'ai bu mon thé en silence pendant un moment, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Et puis,
J'ai fondu en larmes et j'ai demandé pardon à tout le monde. Irène et Bill n'avaient pas l'air si mal maintenant. Ils m'ont serré dans leurs bras et le vieux couple m'a donné un mouchoir. Apparemment, j'ai été tellement offensée par mes parents qui m'ont abandonnée que j'ai complètement arrêté de croire que quelqu'un pouvait prendre soin de moi. Mais maintenant, je comprends qu'il y a encore des gens qui ne me veulent pas de mal. Et je dois juste apprendre à accepter leur aide.